Béatrice Gibelin nous a rejoint. Vous êtes géographe, spécialiste de géopolitique. Vous êtes la directrice de la revue Hérodote. Vous êtes l'auteur d'une approche géopolitique des conflits dans le monde, d'un dictionnaire des banlieues et de l'extrême droite en Europe. C'est votre dernier livre. Alors, est-ce qu'on vit encore aujourd'hui dans un pays en paix ? Tout dépend ce qu'on appelle paix et guerre. Que la France fasse la guerre au djihad, ça n'a pas commencé après le 7 janvier. L'opération Serval, c'était avant. Les prises d'otages ont déjà beaucoup marqué. Rappelez-nous ce qu'était l'opération Serval. L'opération Serval, c'est quand le président de la République a décidé de l'intervention au Mali pour mettre un coup d'arrêt aux avancées d'AQMI du nord du Mali en descendant sur Bamako. Et bon, ça a été pas critiqué par l'opinion publique d'ailleurs, qui a plutôt compris ce qui se passait. Ça a été critiqué par un certain nombre de responsables intellectuels, en voyant encore là une idée d'une France dans une puissance dépassée et qui n'a plus lieu d'être. Mais je pense que c'était une raison tout à fait valable, ou de décider d'intervenir pour donner un coup d'arrêt à l'expansion territoriale de Daesh. Bon, donc la France, elle n'est pas rentrée en guerre le 7 janvier contre le djihadisme. C'est pas sérieux de dire une chose comme ça. Mais ceci étant, le fait et que ça se passe sur notre territoire et, comme ça a été très justement dit, touchant au profond de la nation, là, il y a eu une réaction assez forte. Mais la France est en lutte, moi je préférerais dire ça, lutte contre le terrorisme. Je trouve que le discours un peu martial sur on fait la guerre au terrorisme a, chez moi, rencontré une petite réticence. Mais quand pourquoi même. Pour des questions de terminologie Oui, de terminologie, et puis parce que ça peut avoir des conséquences. Il se trouve que j'ai enseigné très longtemps en Seine-Saint-Denis, à l'université Paris 8 de Saint-Denis, et on a fait un débat mercredi avec des étudiants de master. Hein, c'est donc déjà des étudiants qui ont un certain bagage intellectuel. Et il y a eu des réactions très critiques face à ça, avec cette impression que c'est au fond une déclaration de guerre qu'on faisait à un certain nombre de nos citoyens. Ce qui n'est pas mon point de vue, mais c'était perçu comme ça. Et je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. D'abord, c'est une guerre asymétrique, ça ne va pas être facile à gagner. Elle va demander beaucoup de temps. C'est pas seulement une question de gros moyens, mais ça veut dire quand même du renseignement. C'est compliqué à éradiquer le terrorisme sur le territoire. D'autant plus qu'il y a des tas de formes qu'on comprend mal. Ces jeunes Français qui s'en vont. On dit, ah oui, mais c'est les banlieues. Lunel, c'est pas une banlieue, hein, dans le sud de la France, près de Montpellier, c'est une petite ville. Les jeunes Français qui se convertissent, et ça fait quand même un moment qu'ils se convertissent, un certain nombre de jeunes Français, mais on a eu tendance à pas vouloir le voir, à dire non, ça ne nous concerne pas, ils sont un peu malades. Quoi. Mais on peut se convertir et ne pas partir. Oui, mais je parle de ceux qui sont partis. Bien sûr bon qu'il y en a des tas depuis longtemps qui se convertissent et qui partent pas, heureusement. Et j'allais dire, toutes les difficultés économiques, sociales, culturelles de mal-être ne donnent pas des terroristes. Enfin, soyons sérieux. Hein. On a aussi un phénomène dans lequel il y a un certain nombre d'individus en mal d'héroïsme peut-être. Très souvent, j'entendais Olivier Roy en venant qui disait au fond, ça fait penser parfois un peu à la bande à Bader ou à Action Directe. La différence, c'est qu'il y avait des milieux intellectuels, il y avait un certain nombre de leaders intellectuels dans ces mouvements-là. Dans ces jeunes qui partent, on n'a pas l'impression qu'il y ait une profonde réflexion politique dans cette affaire, mais qu'on ait besoin d'actes héroïques et que la violence y participe, si vous voulez. Et je pense, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il n'y a plus aucun interdit pour pouvoir aller jusqu'à égorger, parce que quand on dit décapiter, c'est d'abord égorger des individus. Donc on a l'impression que là, il y a un sentiment de puissance, de surpuissance pour un certain nombre de jeunes, y compris de jeunes Français, mais de jeunes Belges ou de jeunes Britanniques ou de jeunes Allemands. Hein. Ce n'est pas un phénomène exclusivement français. Moi, je serais d'un avis plus nuancé. Autant je n'accepte pas qu'on parle de guerre au sens métaphorique ou de déclarer la guerre, de faire la guerre au terrorisme. Simplement, je constate, et là, dans votre comparaison avec la bande à Bader et la fraction armée rouge et brigade rouge, il y a le fait militaire
la guerre. Il y a une vidéo, parmi les vidéos de prix particulières qui ont été faites, une vidéo du départ des frères de la rue de Charlie Hebdo, et on voit arriver dans le lointain une voiture de police. Ils s'arrêtent, un des frères descend et tire sur la voiture de police. La voiture de police met ses warnings et part en arrière en zigzagant, tout simplement parce que aujourd'hui on a des armes de guerre. C'est ce qui change avec la bande Abadère, c'est ce qui change avec beaucoup de terroristes. D'ailleurs, toute l'histoire du terrorisme, c'est l'histoire des perfectionnements. Le terrorisme au XIXe siècle, il arrive avec la dynamite et le revolver à barillet. Et puis ensuite, on se met au niveau, en quelque sorte, et on répond. Là, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand on veut protéger un bâtiment public? Il ne suffit pas de mettre des policiers. Il faut mettre des gens avec des armes de guerre. C'est la raison pour laquelle on mobilise 10 000 soldats. Moi, je ne suis pas pour faire le maintien de l'ordre avec les militaires. Mais quand vous avez une disproportion d'armement comme ça, je dis on est en guerre parce que c'est des instruments de guerre qu'on a. Je veux dire, avec une pétoire normale, vous ne faites pas 17 morts d'un coup comme ça. Avec un Kalachnikov, oui, vous y arrivez beaucoup vite. Et à ce moment-là, vous avez une police qui doit être hyper spécialisée, qui doit être militarisée. On l'a vu d'ailleurs, au niveau des interventions du RAID ou de la brigade ou du GIGN. Mais la police ordinaire, elle est complètement démunie. C'est en ce sens que je pense qu'on est en guerre. Là, il faut être sérieux, c'est-à-dire que c'est des moyens militaires auxquels nous avons à faire face. Oui, moi, écoutez, je pense qu'il y a peut-être des équivoques parce qu'il y a des éclairages différents du mot guerre. N'est-ce pas? Si c'est une guerre au sens des guerres internationales, ce n'est pas la situation actuelle. Si c'est effectivement pour signifier qu'il faut mener une lutte impitoyable contre ces gens-là et que le mot guerre résume les choses, oui. Mais de quoi avons-nous besoin? D'abord, nous avons besoin effectivement d'une police qui ait les moyens d'exercer la défense face à des armes. Mais nous avons besoin d'abord d'une police qui soit une police qui emploie des moyens de police de grande qualité. Or, je ne veux pas actuellement, nous ne connaissons pas exactement les choses, il faut attendre de savoir, mais l'impression que nous avons tout de même, c'est que dans cette affaire, ce dont nous aurions eu besoin et ce dont nous avons besoin, c'est d'une police de renseignement, par exemple, de grande qualité. Or, nous avons une police de renseignement de grande qualité. Donc, si elle a manqué sur ce sujet, et je pense en particulier au problème de Koulibaly, si elle a manqué sur ce sujet d'éléments, c'est vraisemblablement parce qu'elle manque de moyens. Donc là, il y a un véritable problème. Si la guerre, si le mot guerre signifie qu'il faut mener une lutte sans répit contre ces gens menaçants, oui. Si le mot guerre est employé au sens où nous l'avons toujours utilisé, c'est-à-dire la réponse de Clémenceau, quelles sont vos finances, je fais la guerre, c'est-à-dire que si tout le pays devient brusquement complètement mobilisé à ne plus faire que cela, ça je ne suis pas dans la situation actuelle. D'accord, il nous faut une police de grande qualité, impitoyable, qui mène véritablement son combat, et c'est de cela d'abord que nous avons besoin. Avec en même temps, bien entendu, beaucoup d'autres problèmes que nous aborderons peut-être après. Que nous aborderons, je vous rassure, Dominique Schnapper. Oui, nous avons pris l'habitude d'appeler guerre des confrontations qui sont menées par des États nationaux, qui se déclarent la guerre, qui ont des armées nationales. Or, dans l'histoire, il y a eu toutes sortes d'autres formes de guerre, c'est-à-dire de confrontations violentes. Et là, nous sommes dans cette situation de confrontation violente avec des terroristes qui sont organisés tout de même en réseau et qui disposent de moyens dont effectivement la bande Abadère n'a jamais disposé. Et les armes qui ont circulé, l'équipement de ces terroristes, les liens qu'ils ont avec des régimes qui sont vraiment tout à fait contraires à tout ce qui est les valeurs démocratiques, définit une situation de confrontation violente. Alors qu'on l'appelle guerre ou qu'on ne l'appelle pas guerre, c'est secondaire par rapport à la réalité qu'on peut analyser. Là-dessus, il y a l'utilisation éventuelle que font les hommes politiques, qui n'est peut-être pas toujours la meilleure, mais le fait est qu'il y a une situation de confrontation à dimension internationale et quand même qui remet profondément en cause les principes sur lesquels nous avons organisé notre société. Mais peut-être que ce sont les armements qui ont changé, pas seulement pour les terroristes, ils ont changé également pour les gangsters, parce que les lance-roquettes et les kalachnikovs... L'ensemble des armes est un problème. Ça fait partie de l'arsenal aujourd'hui de ceux qui attaquent
Oui, mais le degré de violence est très étroitement lié à l'équipement technique. Le terme guerre était très employé politiquement. J'ai relu l'ensemble du débat sur les lois scélérates de 1894, qui sont des lois qui ont pour réprimer l'anarchisme. L'anarchisme, ils avaient des armes, d'accord, mais enfin bon. Eh bien, le terme de guerre est employé en permanence par la classe politique, la guerre contre l'anarchie. Bon, donc ce terme de guerre est employé pour définir la force d'un combat, mais il ne faut pas faire de dérapage vers la conception générale d'une guerre internationale. Une confrontation qui peut devenir violente. Et qui on sait depuis longtemps qu'il y a toutes formes de guerre. Les guerres d'indépendance, la guerre froide n'était pas une guerre entre deux armées en uniforme, mais il n'empêche que c'était quand même une guerre, avec des services de renseignement et souvent une guerre externalisée. Dans d'autres pays, les deux camps se la livraient. James Galbraith. Bien sûr que toute république a le droit de se défendre contre n'importe quelle menace. Il s'agit ici des moyens. Et pour moi aussi, je crois que le mot guerre, ça pèse lourd. Et la guerre civile, encore plus. Effectivement, si vous êtes en guerre, vous êtes prête à sacrifier les droits individus, à discipliner toute la nation à faire ça. Et si vous n'êtes pas prête à prendre ces mesures, il vaut mieux parler, je crois, avec des mots un peu plus modérés, un peu plus précis. Si c'était une question d'armement, je dois dire, aux États-Unis, nous serions en guerre toutes les semaines contre presque tout le monde, surtout dans mon État de Texas. Donc, il faut penser, je crois surtout sur ce que veut dire ce mot de point de vue légal. Ali Ben Maklouf. Oui, il est vrai que quand il y a quelque chose comme la tuerie de Columbine ou quand il y a le drame de Norvège, 75 personnes tuées, on ne parle pas de guerre. Là, je pense que c'est par écho par rapport à ce qui se passe au Mali et par ce qui se passe en Irak. Et je suis d'accord pour avoir un peu de précision dans les termes parce que les abus du monde viennent beaucoup des difficultés grammairiennes. Et donc je trouve que parler beaucoup plus de lutte contre la criminalité, effectivement, la criminalité organisée, ça je crois que c'est beaucoup plus précis. Le mot de guerre est dans tout le réseau sémantique d'être toujours en danger de danger, comme disent les médecins, une maladie vous précipite dans une autre maladie. Là, on n'est vraiment pas dans cette situation. Mais quand on parle de lutte contre la criminalité, on parle des gangsters, on ne parle pas de l'extrémisme violent. Eh ben, là, ce sont des gangsters, si je ne m'abuse, c'est bien des délinquants tout de même. Bien répertoriés par c'est pas comme ça, la motivation n'est pas l'argent. Oui, mais c'est des criminels, c'est des criminels. Peut-on dire qu'on faisait la guerre? Alors, la guerre d'Algérie s'est appelée guerre d'Algérie. Ça y est, on l'a appelée guerre d'Algérie. On a mis longtemps, mais il y a une loi qui a dit que ça s'appellera guerre d'Algérie. Mais après, nous avons eu une guerre intérieure. Alors, est-ce que c'était une guerre? L'OAS. Est-ce qu'on menait la guerre contre l'OAS? Nous avions des gens qui étaient des criminels violents. Le dernier attentat qui a fait autant de morts que celui-là est justement un attentat de l'OAS. Donc, est-ce que nous pouvons employer le terme de guerre? Non, j'aime pas beaucoup le terme. Ceci étant, si ça signifie simplement qu'on doit être ferme dans la lutte, bien sûr. Chantal Delsol. Je ne vois pas comment on peut s'arrêter au terme de criminel, franchement, parce que là, vous avez, on peut même pas choisir si on est en guerre ou pas. C'est quelqu'un d'autre qui nous choisit. Vous savez, moi, je suis disciple de Julien Freund. C'est l'ennemi qui nous choisit. C'est pas nous qui choisissons l'ennemi. Là, on n'a pas envie d'avoir des ennemis. On est des gens. On est au moins pacifiques. On n'est pas forcément pacifistes. On ne va pas acheter la paix à n'importe quel prix. Enfin, on est pacifique. On n'a pas envie d'avoir des ennemis, mais ce sont eux qui nous choisissent. Et là, monsieur, quand vous dites ce sont uniquement des criminels, des délinquants, non. Ce qu'ils font, évidemment, est criminel. Ce qu'ils ont fait l'autre jour est criminel, c'est évident. Mais ce ne sont pas essentiellement des criminels. Ce sont des gens qui ont une croyance, une foi, qui nous en veulent pour des raisons bien précises, qui nous ont choisis pour des raisons bien précises, d'ailleurs. Je ne sais même pas si on peut parler de terrorisme, là, en l'occurrence, parce que le terrorisme, il frappe quand il veut, où il veut, qui il veut. Là, c'était beaucoup plus ciblé. Ils ont ciblé des juifs, ils ont ciblé des dessinateurs. Ce serait plutôt une guerre asymétrique, mais
La guerre, c'est elle qui nous choisit. Là, c'est pas nous qui la choisissons. Enfin, c'est en Non, tout mais cas. quand vous dites c'est qu'ils mon ont opinion. une foi, Attendez, une si vous croyance, je permettez vois vraiment pas ce que vous voulez dire. Écoutez, alors là, ça me paraît clair. Enfin, je sais pas. Ben non, précisez non, mais votre si vous pensée. permettez qu'ils ont une foi ou une croyance, écoutez, ça paraît évident que c'est une branche radicale de l'islam. Enfin, ah oui, voilà. Simplement, je pense que ce que nous pouvons éviter, ce que nous pouvons essayer d'éviter quand même, c'est que ça devienne une guerre de religion radicale des deux côtés. Là, nous avons des religieux radicaux d'un côté, on peut dire des djihadistes, des salafistes, je ne sais pas. Mais il ne faudrait pas que nous devenions des laïcs radicaux. Hein. Et c'est pourquoi quand même, je salue le monde anglo-saxon qui dit les caricatures de Mahomet, ça va bien, quoi. Parce qu'il ne faut pas non plus que la laïcité devienne radicale au point de provoquer une guerre de religion dans les deux sens. Parce que la laïcité française, ça peut devenir une religion. Et ça, je trouve que c'est puéril et pas malin. Voilà. On va aborder les questions de liberté d'expression. Ali Ben Maklouf. Non, mais je trouve qu'il est toujours gravissime de considérer que les critères explicatifs viennent d'une religion quelconque. Je pense que toutes les civilisations et toutes les religions appartiennent à la même humanité, que la bonne échelle d'analyse est l'humanité et non pas telle culture, telle civilisation, telle religion, et que cela, justement, c'est un élément de désintégration sociale et de division complète. Il est très important d'affirmer la pleine citoyenneté et de renforcer le droit pénal contre les criminels. Moi, ce qui me semblait, excuse-moi Dominique, ce qui me semblait important dans la réticence que j'avais, c'est que l'exemple d'une réponse très militaire, comme l'ont fait les États-Unis après 2001, comme l'a rappelé James Casbress, a donné des dérives extrêmement importantes. Et je crois que ma réticence, elle vient un peu de là. On commence à dire il faut qu'on contrôle ce qu'il y a sur les réseaux Internet. C'est-à-dire que si on continue dans le discours, on fait la guerre, on est dans la guerre, alors on a le droit de prendre des mesures qui sont des mesures qui vont toucher, qu'on le veuille ou non, à des libertés. Alors on est presque un peu dans une contradiction parce qu'on chante la liberté française, cette union d'un moment peut-être, mais qui va à mon avis quand même laisser des traces, sans doute dans la durée. Et on peut aussi, si on accepte qu'on est véritablement en guerre, alors on peut prendre des décisions qui vont se trouver avec, on a déjà augmenté les sanctions, on prend des mesures fortes, et tenir la ligne de crête entre ce qui va être nos libertés individuelles et ce que nécessite impérativement le contrôle lié à la guerre n'est pas si simple. Et deuxième chose, et là je rentre dans quelque chose qui est un peu un jeu politique, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on soit non plus, dans un jeu d'échelle où entre la gauche et la droite, je suis ferme, j'interviens, ah oui, mais il faudrait aussi faire ça, et qu'on commence à avoir un peu une échelle de perroquet sur cette volonté au fond, de contraindre, sous prétexte de surveillance, une grande partie de la population, en particulier qui sera, c'est peut-être parce que je travaillais en Seine-Saint-Denis, mais qui sera surtout centrée sur les populations françaises d'origine maghrébine ou subsaharienne. Ce qui aura des conséquences alors là, pour la fracture nationale, qui seront très importantes. Donc voilà l'origine de ma réticence quant à l'utilisation martiale d'abondance en ce moment du terme de guerre. Voilà. Ça aura des conséquences sur la citoyenneté. Oui, je crois qu'on ne peut pas se contenter de dire que ce sont des criminels, parce qu'il y a un véritable projet politique, implicite ou explicite, dans ce terrorisme, qui est quand même d'imposer des valeurs qui sont contraires à celles qui nous font vivre ensemble. Donc on ne peut pas se contenter de dire que c'est des criminels, comme les gangsters qui attaquent un poste d'essence. C'est d'une autre nature, puisqu'il y a tout de même toute une dimension politique. Et d'autre part, nous nous retrouvons dans une situation que les démocraties ont bien connue, c'est que pour défendre leurs propres valeurs, il ne faut pas qu'ils les trahissent. Et que, justement, le piège que nous imposent les terroristes, c'est de nous forcer à répondre selon nos propres valeurs. Et de ne pas,
céder au piège qu'ils nous tendent et dans lequel, au moins partiellement, les Américains sont tombés. C'est-à-dire de répondre au terrorisme en mettant en question les valeurs sur lesquelles nous existons et qui donnent un sens à notre action. Alors on se retrouve devant ce problème. Si je puis dire, les Français ont l'avantage d'avoir vu l'expérience des Américains et donc on peut penser que ça aidera à répondre aux problèmes autrement que par la seule surveillance. Mais la surveillance est nécessaire, mais bien évidemment elle n'est pas suffisante. Et il y a tout un projet de la société qui rend difficile de savoir répondre sans écarter certaines populations comme on en est soucieux et qui impose à la fois de garder une forme d'unité et de rester fidèle à nos valeurs. Faute de quoi, quel serait le sens de la lutte que nous devons mener contre ces projets? Moi, je n'utilisais pas le terme de guerre au sens métaphorique, mais au sens de moyens militaires, pas seulement les armes, mais aussi l'entraînement. Ces gens faisaient preuve d'un professionnalisme exceptionnel. Ils ont des moyens de communication très sophistiqués. C'est pour ça que je suis assez sceptique sur le travail de police traditionnel. Mais vous pouvez mettre autant de policiers que vous voulez, vous n'aurez pas de prévention contre le terrorisme. Vous aurez des réponses après coup. Mais je dirais que la situation, le déséquilibre, je dirais, des moyens est tel que, effectivement, un certain nombre de réponses d'exception vont être nécessaires. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va... Oui, c'est bien, jusqu'où va l'exception. Comment on va réfléchir en restant des démocrates, comment on va réfléchir à tout ça? Parce que, par exemple, le contrôle des voyageurs sur les lignes aériennes européennes, je veux dire, c'est un problème de fond. La Cour européenne de justice, elle s'oppose à ça, le Parlement européen s'y oppose. Néanmoins, je veux dire, on voit très bien que les gens circulent comme ils veulent, n'importe comment, dans tous les sens. Une fois, ils sont à Oman, une autre fois, ils sont à Dubaï, troisième fois, ils sont en Turquie, ensuite ils sont en Syrie, ils reviennent toucher le RSA, etc., ils font le djihad à temps partiel. Je veux dire, il faut quels moyens on a pour ça? Bon, moi je veux bien qu'on mette des flics derrière les comptoirs des compagnies aériennes, mais il faudra bien croiser tous les fichiers des compagnies aériennes en Europe. Je veux dire, comme ils le font dans l'hémisphère nord américain. Je crois qu'il y a un certain nombre de mesures d'exception, mais qui doivent être extrêmement réfléchies. C'est contre cela que la Ligue des droits de l'homme a fait son communiqué. Absolument, mais si vous mettez des militaires devant une école juive, il faut quand même vous leur donner aussi des consignes. Qu'est-ce qu'ils font en cas d'attaque? Ils tirent dans le tas, etc. Un militaire, il n'est pas formé pour ça. Alors il va falloir former des policiers. C'est une situation d'exception, je veux dire. Alors on y répondra, parce que je ne veux pas non plus de trop nuancer les choses. Vous savez, dans l'histoire du terrorisme, on a toujours répondu. Ça a toujours été au départ une innovation terroriste et puis ensuite des réponses de la police. Les terroristes du 19e siècle étaient déjà des professionnels par rapport aux nôtres. C'était des amateurs, c'était déjà des professionnels. Mais la police, au moment de la bande à Bono, elle courait à pied derrière les voitures. Je veux dire, la bande à Bono, c'était pas des terroristes. Non, c'était des anarchistes. C'était des anarchistes. C'était un bon exemple de mélange justement entre le délinquant de droit commun. C'était des anarchistes qui avaient une vision de la société. Voilà, exactement. C'était des politiques. Et qui n'ont pas été battus par les lois scélérates, les fameuses lois qu'on a fait, dont on va reparler. Ils n'ont pas été battus par l'automobile. Ils ont été battus par la création de la CGT, qui a intégré l'anarchie, etc. Ils ont été battus par beaucoup d'autres choses, en particulier par l'organisation du mouvement ouvrier. Mais en fait, les lois d'exception sont de mauvaises lois. C'est ce qui a été dit. Et je ne parle pas de loi d'exception, j'ai dit de mesures qui vont déroger à nos habitudes, c'est évident. Des mesures et qu'on organise les choses, je suis d'accord. Mais là-dessus, je pense que le Premier ministre a dit quelque chose de très important, parce qu'il l'a dit. Il a dit il n'y a pas besoin de loi d'exception. Ça, je pense que c'est vrai. Alors, par contre, vous avez raison, la Ligue des droits de l'homme a pris position sur un point, car cette loi d'exception, elle a existé curieusement avant. Nous avions protesté contre la dernière loi terroriste, et puis il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a protesté à l'unanimité contre le fait d'avoir retiré de la loi sur la presse l'apologie du terrorisme. L'apologie est une notion très mal définie. Je le sais, pour avoir beaucoup plaidé d'affaires d'apologie, dans un sens ou dans l'autre. L'apologie est une notion qui est née justement en 1874, quand on a voulu réprimer, c'est la première des lois scélérates, quand on a voulu réprimer l'anarchie à la suite de la bombe que Vaillant avait lancée dans l'Assemblée nationale, la Chambre des députés. On a donc dit,
provocation directe suivie des faits. Ça, la provocation directe suivie des faits, on comprend bien. C'est les gens qui disent il faut faire ça, il faut tuer ça. L'apologie, c'est une provocation indirecte. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, comme certains le disent, la présentation sous un jour qui ne serait pas critique, c'est véritablement une provocation indirecte à commettre ces actes, c'est un éloge de ces actes, c'est plus qu'une défense. Le mot apologie, là, a été un peu détourné de son sens d'origine. Or, à quoi il s'est passé que cette loi a été votée? Cette loi tombe bien, et on applique cette loi aujourd'hui. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais hier, on dépassait largement les 50 personnes qui sont poursuivies en France pour apologie du terrorisme. Et qui ne sont pas poursuivis n'importe comment, puisqu'ils sont déférés selon des procédures de comparution immédiate, condamnés immédiatement à des mois de prison. Or, les propos qu'ils ont tenus sont souvent des propos qui sont tout de même, faut pas exagérer. D'abord, il y a des ivrognes, d'abord, il y a des imbéciles, beaucoup d'imbéciles. Il y a des gens, il y a une jeune fille qui a été poursuivie pour avoir dit Allah Akbar dans un autobus. Elle a 14 ans, elle a été mise en examen. Il y a des gens qui ont été condamnés beaucoup à 3 mois, 4 mois, 6 mois de prison. Je ne parle pas de Dieudonné, hein, c'est un cas. Ah oui, mais Dieudonné, justement. Mais attendez, vous faites quoi, là? Dieudonné. Bon, il faut que chacun apprécie. Est-ce que son propos est un véritable propos qui constitue juridiquement une apologie? Les magistrats auront à en discuter et vous allez voir que ça ne va pas être ça. C'est pas facile. Et ça ne va pas être ça. Mais ça, je ne prends pas position. Cette affaire sera jugée. Je ne suis ni l'avocat de Dieudonné, ni etc. Je préfère ne pas prendre position. Mais je parle des autres, de tous ces jeunes, ou de ces moins jeunes, qui sont aujourd'hui poursuivis et envoyés en prison. Il y a là quelque chose qui est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que cela a un effet d'entraînement. On ne sait pas ce que c'est les glissements d'une jeunesse qui se révolte parce que des éléments lui paraissent injustes. Or, cela, ça paraît profondément injuste actuellement à un certain nombre de gens. Or, là, je n'arrive pas à comprendre, ce sont des magistrats qui le font. Alors, j'ai vu qu'il y en avait certains qui faisaient des rappels à la loi, ça, c'est bien. Mais ceux qui envoient 6 mois, 1 an, 2 ans en prison, des jeunes, alors celui qui a été condamné à 4 ans, il était en même temps, il avait eu un accident en état alcoolique, dont laissons cette affaire. Mais nous estimons que cette répression actuelle, cette espèce de réponse qui rassure les gens, ah, ils font quelque chose, la justice intervient, ah, on les punit, ah, on les envoie en prison. On envoie qui en prison? On envoie des gamins qui roulent les mécaniques, comme on en a vu certains, enfin tous ceux qui connaissent ça. Là, je dis, là on se trompe. Ce n'est pas dans l'expression de gosses ou de jeunes, dans cette expression stupide et imbécile, qu'il faut fonder la répression. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes dans un combat pour la liberté d'expression et on envoie en prison des gens qui se sont exprimés en disant « mais c'est pas une expression ». Si, c'est une expression. Je suis bien d'accord avec vous, mais moi je parlais du croisement des listes de passagers. C'était pas la même chose. Hein. Mais continuons, puisque la liberté d'expression, évidemment, il était convenu que nous allions en parler. Et dans ce domaine, effectivement, tout le monde n'est pas Charlie. Regardez.